Bonjour et merci pour ce nouvel atelier de CX Summit d'Eloquent. Aujourd'hui, j'ai vraiment le plaisir de recevoir deux invités de marque, deux invités exceptionnels et qui vont nous délivrer un petit peu de leur expertise sur justement la mise en place d'une expérience client exceptionnelle. Et donc, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Nathalie Lamias, donc, qui est directrice relations clients chez DPD France, et Pierrick Chenal, un de mes collègues de Grenoble, qui est venu nous voir à Paris pour nous partager un petit peu ses retours terrain. Et aujourd'hui, dans cet atelier, on va voir ensemble la feuille de route pour la réorganisation globale du département client autour de la voix du client. Et ça, Nathalie, c'est ce que tu as mis en place. Alors, je te laisse peut-être présenter DPD d'abord. Alors, DPD France, c'est un acteur de transport de colis de moins de 30 kilos. Et on s'appelait Exapac. On fait partie aujourd'hui, depuis quelques années déjà, on va m'en vouloir, désolé, du groupe Géopost. Et donc de DPD Group, qui est effectivement un intervenant au niveau européen et mondial. D'accord. Alors Pierrick, je te laisse te présenter. Nous, on se connaît bien, mais peu de personnes... un petit peu, tout à fait. Moi, Pierrick Chenal, je suis directeur du département Customer Experience chez Eloquent. Donc le département qui va déployer toutes les offres que l'on peut développer et commercialiser au sein de l'entreprise. D'accord. Alors donc Nathalie, on s'intéresse un petit peu à vous et à votre parcours. Donc quand vous êtes arrivée à la tête en fait du service client de DPD France, quelle était votre feuille de route ? En fait, c'est déjà un premier point, c'est une création de poste, donc il y a 3 ans. Donc je pense que c'est preuve, s'il en est encore besoin, que DPD France a mis vraiment la relation client au cœur de son dispositif. Et effectivement, la première année s'est construite autour d'une professionnalisation autour des outils, donc notamment cet outil de NPS, de CSAT, que nous avons voulu déployer le plus rapidement possible. Donc c'est ce qui a été fait assez logiquement avec Eloquent. On s'est aussi tourné vers des outils de self-care tels que du FAQ et on a bien professionnalisé la téléphonie. Donc ça, c'était cette première année. La deuxième année, on a réorganisé effectivement cette direction et on a créé et donc réorganisé cette direction de la relation client avec la création de nombreux postes et notamment des intervenants au niveau régional pour être les relais en fait, de la direction nationale. Et cette troisième année qui a été un petit peu particulière, mais pour tout le monde, on a fait en fait l'année dernière, on a créé un guide relationnel autour de l'ADN de la relation client chez DPD France et on devait former tout le monde, tous les services clients. Donc ça c'est un peu oui, ça a été pas peu tout plus à fait compliqué. déployé, mais on a repris quelques formations et on reprendra dès que ce sera possible. Voilà, donc ça a été vraiment ces 3 premières années chez DPD France. Alors avant de revenir sur la première année, peut-être parlez-nous justement de ce guide relationnel. Pourquoi l'avoir créé ? Qu'est-ce qu'il y a dedans exactement ? En quoi c'est une évolution par rapport aux années précédentes et une augmentation, en fait, une montée en puissance du programme Expérience Client chez DPD ? En fait, on s'est rendu compte que qu'est-ce qui faisait la différence quand on appelait DPD France ? Et on voulait s'autoriser à créer au travers des écrits, au travers des échanges par téléphone, des clés pour communiquer avec nos clients et se dire « Ok, je viens de contacter DPD France ». Et donc, c'est plein de trucs et astuces, d'une façon de parler, une façon de communiquer pour transparaître effectivement un certain nombre de valeurs de DPD France. Et effectivement, on a fait le choix, et c'est stratégique chez nous depuis le début, d'avoir des services clients en local. Donc dans chaque agence, dans les 58 agences en France, il y a un service client. Et donc ce service client, on a voulu aussi lui donner la parole et s'adapter en fait à cette parole et faire transparaître un certain nombre de valeurs de DPD France au travers de ce guide. Oui, puisque c'était des gens qui étaient là depuis de nombreuses années, qui n'avaient pas forcément le background relation client, expérience client, plutôt background SAV ou alors ça, je me bats. Ça, je me bats pour arrêter de dire SAV, non pas que ce soit dénigrant pour un certain nombre d'activités, mais effectivement, c'est du service client. On est vraiment la première ligne et la seule ligne aujourd'hui avec nos clients expéditeurs et donc on doit effectivement s'adapter à cette culture aussi du to-C puisque avec la Covid on a dû vraiment se transformer et qu'effectivement on a une inflexion stratégique autour du to-C, ce qui n'était pas forcément le cas auparavant. D'accord. Alors si on revient maintenant à la première année, au choix de la solution d'enquête de satisfaction, comment vous avez fait un petit peu votre choix ? Quels étaient vos critères en fait ? Si quelqu'un dans l'auditoire se dit tiens je veux changer de solution d'enquête de satisfaction, comment vous avez fait ? Quels ont été les critères de choix pour vous ?
Qu'est-ce qui est important de choisir? Alors, pour être très transparente, à l'époque, on partait, en fait, on récupérait les résultats des enquêtes. Donc, à chaque colis remis, donc pour un particulier, on envoie une enquête le lendemain. Et donc, on avait ces résultats sur un fichier Excel. Oui. Donc, on partait de ça. Donc, c'est vrai que quand on a choisi Eloquent, d'abord, on a choisi un outil qui est très facile d'utilisation et pour lequel, en fait, le change, enfin, ce qu'on appelle le change chez nous, allait être facile parce qu'effectivement, on allait triturer l'outil. Donc, on a voulu ça. Et la deuxième partie, ça a été aussi de trouver un partenaire qui nous ressemble. C'est-à-dire que quand on n'est pas une grosse machine, justement, et ben, en fait, on doit choisir un partenaire qui nous ressemble en termes de flexibilité, d'adaptabilité. Donc, c'est ce qui s'est retrouvé. Non, qu'est-ce que vous en pensez, Pierrick? Est-ce que c'était ça au début ou oui, tout à fait. Vous nous avez vu comme une grosse machine ou pas? Pas forcément comme une grosse machine, mais une entreprise assez humble qui voulait apprendre dans la voie du client, c'est-à-dire que mettre en place le dispositif parfait dès le début, ça n'existe pas. Ça n'existe aucunement dans aucune entreprise. Donc le principe, c'était vraiment d'apprendre ensemble et d'être très flexible pour faire évoluer ce dispositif au fur et à mesure des résultats obtenus, pour justement, avec cette flexibilité, arriver vers un dispositif le plus optimal possible de la voie du client. Mais c'est vrai qu'au début, on s'est dit, on passe de cette feuille Excel à l'outil. Et puis, à force, effectivement, de rentrer dedans, on a demandé beaucoup d'analyses, on a beaucoup demandé de choses, en fait. Et 3 ans après, presque 2 ans après, aujourd'hui, effectivement, on arrive à vouloir et à continuer de vouloir beaucoup de choses au travers des analyses qu'on récupère. Justement, le point de départ, c'était cette mesure de la satisfaction. Quelles sont les dernières évolutions? Qu'est-ce que vous avez mis en place régulièrement? Alors, c'est plus des analyses suivies, des statistiques, de nouveaux indicateurs, ou de l'analyse sémantique. Qu'est-ce qui vous permet d'aller un peu plus loin encore dans cette voie du client? Dernièrement, alors on peut en parler. En fait, on s'est rendu compte que finalement, la satisfaction de la livraison était forte, ce qui est rassurant et vrai. C'est le métier de base, donc c'est bien. Donc c'est plutôt rassurant, effectivement. Mais que la satisfaction autour du service client n'était pas à la hauteur de cette satisfaction autour de la livraison. Oui. Et donc, on a essayé de chercher, on a changé déjà cette question sous les conseils de Pierrick. Donc, on va voir ce que ça va donner ce mois-ci. Et puis, je pense qu'on va essayer de trouver parce que ce qui est compliqué, en fait, c'est d'avoir des résultats et de savoir qu'on n'est pas dans la justesse de ce que nous dit un client. Et je pense que cette première partie, mais peut-être que vous pouvez plus en parler que moi. C'est ça, parce que si on se base sur le résultat brut, on peut dire la livraison est bonne, mais le service client est mauvais. On n'a pas dit ça. Hein. En analysant les résultats bruts, oui, les gens qui appellent le service client, c'est... Mais en creusant un peu, en lisant les commentaires clients, en analysant qui contactait le service client, on s'est rendu compte que ceux qui contactaient le service client, c'était ceux à la base qui étaient insatisfaits de la livraison. Donc on se disait, globalement, il y a de grandes chances que l'effet déceptif de la livraison impacte aussi la note du service client. Donc avec Nathalie, on a choisi de faire évoluer le dispositif pour axer un peu plus des questions sur le service client, en demandant une note à proprement parler du service client, en demandant, en ne tenant pas compte de la livraison, avez-vous été satisfait de votre expérience avec le service client DPD? Pour vraiment avoir une note qui reflétait l'expérience que le client avait pu avoir avec le service client DPD. Mais c'est des choses où on apprend ensemble et on fait évoluer le dispositif. Et pour revenir sur la question du choix d'une solution, il faut privilégier une solution qui peut être évolutive et flexible parce que, comme on dit, on apprend avec le temps et c'est vraiment important qu'on puisse faire évoluer ces dispositifs. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a des différences, justement, on parlait tout à l'heure entre B2B et B2C, est-ce qu'il y a des différences entre les deux? Est-ce que dans le dispositif d'écoute, l'écoute des clients, c'est un petit peu différent? Comment ça se passe chez DPD? Parce que vous avez les deux, en fait. Oui, en fait, notre relation client est effectivement bicéphale, puisqu'on a cette relation client avec nos clients expéditeurs, et ensuite, on a la relation client avec les destinataires de ces colis, de leurs colis, et donc nos clients aussi. Donc, effectivement, on a plusieurs milliers d'enquêtes par semaine. Je n'ai pas le chiffre en tête, mais effectivement, en fonction du nombre de colis, et justement avec cette période, ça... Des centaines de milliers d'enquêtes. Des centaines de milliers d'enquêtes, d'accord. Ok, bon, on utilise la plateforme, voilà. Et la deuxième partie, c'est effectivement notre relation client avec nos expéditeurs. Là, en fait, on le fait une fois par an. Et on leur pose une quarantaine de questions
Et vraiment, ça va du produit, donc effectivement, Predict, Relais, Médical, classique, international, Europe, mais aussi leur rapport avec le service commercial, leur rapport, bien entendu, avec le service client, ce qu'ils attendent de nous l'année prochaine. Donc, on est beaucoup plus dans la voix du client, on est beaucoup plus dans une approche... puis, bon, il y en a forcément un peu moins que le nombre de destinataires. Et donc, on a une analyse extrêmement fine et on arrive à voir ce qu'ils attendent, effectivement. Typiquement, quand on a mis les FAQ, on s'est dit que ce n'était pas forcément pour les expéditeurs, puisqu'on pensait que c'était vraiment les destinataires qui allaient sur ce dispositif de self-care. Et finalement, on a trouvé, au travers des enquêtes, que non seulement ça leur plaisait, et en plus, ils en étaient satisfaits. Donc, 94% des clients étaient satisfaits. Donc, on arrive en fait à aller sur des sujets qu'on n'arriverait pas à faire en fait sans ces dispositifs. Et effectivement, les expéditeurs, on a plus un niveau qualitatif et on arrive vraiment à utiliser et à changer. On nous a dit à 2 reprises, à 2 fois, il faut changer ça. Et donc cette année, on va changer effectivement tout notre dispositif pour eux autour de ce qui est service client, relation client et tout ce qui est digitalisation, par exemple, d'un certain nombre de documents, parce qu'on est effectivement beaucoup lié aux documents aussi de transport. D'accord. Justement, là, on a un excellent exemple. C'est de quelle manière, justement, cette voix du client vous permet, en fait, de concrètement améliorer l'expérience client, à la fois en B2B, B2C. Est-ce que vous avez des exemples à nous donner? C'est ça, en fait. C'était tous ces sujets, en fait, c'est comme si vous aviez une feuille de route et qu'avant de lancer cette feuille de route, vous la challengez avec vos clients. Et finalement, nous, on ne met pas de choses parce que c'est à la mode. On ne met pas un outil parce que c'est à la mode. On met un outil parce que nos clients nous disent qu'ils en ont besoin et qu'on en ressent aussi le besoin. Typiquement, le chatbot ou le chat live, en fait, on s'est dit, OK, tout le monde fait un chatbot et en fait, on ne voulait pas forcément y aller. Et finalement, quand la Covid est arrivée, on s'est dit on va le lancer, mais on ne veut pas que ce sujet-là soit juste un chatbot, un robot. On veut le compléter avec un dispositif de chat live. Et donc, on s'est posé la question de se dire comment on fait pour que ce dispositif garde l'état d'esprit de nouveau de DPD France. Et donc, on l'a challengé avant et régulièrement, en fait. Mais ce qu'on a fait, par exemple... en fait, je suis en train de penser à plein de choses de ce qu'on fait récemment. On est en train d'alimenter notre base de données clients. Donc, on les sollicite à nouveau, nos clients expéditeurs, pour savoir quelle est la meilleure façon de les contacter. Donc, en fait, on peut faire ça sur plein de choses. Je crois qu'on a fait encore autre chose pour un client particulier expéditeur. Il nous a demandé de vérifier un point précisément. Donc, en fait, on fait attention à la pression, effectivement, à ne pas trop solliciter nos clients destinataires et expéditeurs. Mais régulièrement, je trouve qu'on les sollicite. C'est ça. Puis vous avez des vraies relations one-to-one avec eux. Vous avez une vraie proximité avec vos clients expéditeurs pour justement avoir le retour pour mettre en place vos feuilles de route. Oui, ça. Donc, je pense que quasiment, tout au long de l'année, en fait, on va challenger votre plan d'action. Oui, c'est ça. Et puis, je trouve qu'on est effectivement assez à l'écoute. Et puis, finalement, ceux qui nous ont dit oui, on attend que vous fassiez ça, on les met en bêta-testeur. Et donc, voilà, la boucle est bouclée. Parce que ce qui est important aussi, c'est pas simplement d'évaluer ou de récupérer cette parole, c'est effectivement être dans un processus d'amélioration continue. Donc, ça, c'est essentiel. Mais aussi dire à nos clients, on vous a écouté. Voilà ce qu'on est en train de faire. Et demain, d'ailleurs, si vous voulez, on vous met bêta-testeur pour la prochaine solution que vous nous avez demandé de mettre en place. Et vos clients le ressentent parce que les taux de retour qu'on obtient sont très bons. Voilà. Alors justement, là, on voit qu'il y a quand même des résultats assez importants. Là, dans la préparation, on avait dit 4 points de satisfaction globale d'améliorer. Et pareil pour les services clients. Comment on arrive à avoir un tel résultat? C'est l'écoute des clients. Que faites-vous en fait qui fait que c'est cette relation de proximité? Qu'est-ce qui fait en fait qu'on arrive à avoir une telle augmentation de la satisfaction au fil des années? Alors 4 points, c'est vrai que c'est important. Et on en est assez fiers. Il y a d'autres choses qui arrivent pour lesquelles c'est confidentiel, mais on a très beaux retours de nos clients et de belles choses qui arrivent encore. Donc on en est assez fiers. Mais je pense que c'est tout ce dispositif en fait qui fait que effectivement les clients ont compris que c'était pas que du blabla, que c'était pas que des slides, que c'était dans la vraie vie, qu'effectivement cette professionnalisation autour des outils, mais aussi des hommes, parce que finalement, vous disiez tout à l'heure, les personnes sont là depuis très longtemps.
elles incarnent DPD France, en fait, ces personnes-là. Et donc, finalement, c'est aussi la justesse entre ceux qui sont là depuis très longtemps, qui incarnent les valeurs DPD France, qui incarnent cette proximité, qui incarnent cet échange avec nos clients, et ceux qui arrivent, qui apportent effectivement parfois des expertises un peu différentes, mais qui doivent les compléter et qui doivent aussi harmoniser, en fait, cette relation avec nos clients. Donc vraiment, les 4 points, je pense que c'est les hommes et les femmes qui constituent nos équipes. Je pense qu'on ne serait rien sans leur engagement au quotidien. Et encore une fois, je repense à cette période où tout le monde est venu, tout le monde a été là, tout le monde a été extrêmement présent. C'est extrêmement fatigant, je pense, pour les équipes et à tous les niveaux, de prendre des décisions, d'être vraiment dans... parce que vraiment nos volumes ont explosé. On a mis un certain nombre de moyens, alors humains, mais bien sûr immobiliers, etc. On a créé des agences, des hubs. Tout s'est beaucoup précipité. Mais non, je trouve que les gens sont formidables chez nous. Voilà. C'est ça, et puis aussi pour compléter, c'est que vous les avez impliqués. C'est-à-dire que collecter du feedback, c'est très bien, et redescendre l'information aux acteurs locaux pour qu'ils puissent mettre en place des plans d'action très, très, très local, c'est important. Donc le fait d'avoir redonné l'information en live des enquêtes aux acteurs locaux, ça permet aussi d'augmenter cette satisfaction, parce que d'eux-mêmes, ils s'approprient les choses et peuvent faire des choses en autonomie pour améliorer la satisfaction des clients. Mais c'est vrai, on n'en a pas parlé. Je ne sais pas si on a un peu de temps pour en parler. Bien sûr. Mais c'est vrai ce que dit Pierrick. En fait, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois qu'on récupère des enquêtes, donc tous les jours, chaque chef d'agence, donc dans les 58 agences, le chef d'agence peut aller voir en fait le niveau de satisfaction de sa livraison. Et effectivement, on peut redescendre à la tournée pour savoir qui a livré, et donc détecter là où il y a eu de l'insatisfaction et aussi en fait les bonnes pratiques. Bien sûr. Donc l'idée, c'est effectivement d'alimenter nos agences et nos chefs d'agence autour de ce dispositif-là et de se dire voilà, ça s'est bien passé, et donc d'animer effectivement le matin au moment des briefs ou le soir au moment des retours chauffeurs, en fait, de se dire ah bah écoute, j'ai eu ta note, ça s'est super bien passé, tu sais, cette cliente-là, elle m'a dit ça, et donc voilà, ou alors de revoir quelqu'un en lui disant bah écoute, voilà, finalement dans le verbatim, dans la réponse, on nous a écrit ça, qu'est-ce que tu en penses, comment ça s'est passé, voilà, comment on peut t'aider. Un rappel aussi de la cliente, parce que parfois, sous le coup de l'émotion, elles peuvent dire des choses, ou le client ou la cliente, hein, et finalement, elles ne le pensent pas si fortement que ça. Ça nous arrive effectivement au niveau des agences, c'est vrai, de recevoir des mots qui sont extrêmement forts. Et c'est vrai que là, on prend le temps d'écouter. Et souvent, ça a aussi pour vocation de mieux comprendre ce qui s'est passé et de l'émotion. Et c'est vrai que dans cette voix du client, c'est très bizarre, mais en fait, on parle juste d'un colis. Et en fait, il se passe des choses dans ces colis, il y a une certaine émotion. Il y a toujours quelque chose de très important dans ces colis. Donc voilà, on a l'impression que c'est quelque chose de très froid, ce colis qui arrive chez les gens. Et en fait, cette notion de sans contact, par exemple, qu'on a développée au moment de la première période, on a reçu de très très beaux retours, effectivement, sur cette voix du client où... Vraiment, en 5 jours, on avait un dispositif de sans contact et donc les gens étaient effectivement très rassurés. On a eu beaucoup de choses. Même chose pour les services clients. En fait, on fait exactement la même chose qu'avec les chauffeurs. C'est-à-dire qu'on redescend en fait la note à chaque agent du service client. Et en fait, de la même façon, on sort effectivement les bonnes pratiques, on sort les améliorations à apporter et on redéfinit en fait des moments de formation, des ateliers de formation en fonction de ce que les clients nous ont dit. D'accord. C'est beaucoup plus simple pour compléter une nouvelle fois. Désolé si on casse un peu ton fil. Mais en fait, manager à partir de la voix du client, c'est beaucoup plus facile pour un manager et beaucoup plus acceptable pour un chauffeur, par exemple, parce que le retour, c'est pas uniquement ma perception de moi en tant que manager que je peux faire sur toi, Frédéric, mais c'est le client qui le dit. Et donc, amener des actes de management liés à la voix du client, ça passe beaucoup plus facilement. Et le volume, en fait. Quand vous avez votre manager qui vous dit bon bah tu vois bien ça s'est pas bien passé aujourd'hui là sur ce moment-là, oui bah tu comprends, j'étais fatiguée, c'était le matin, c'était le soir, c'était l'après-midi, j'avais pas mangé, j'avais pris trop de café. Enfin, on a toutes les excuses du monde et on est très humain pour ça. Quand vous avez 100, 200 clients qui produisent cette note, en fait il y a une justification mathématique, statistique qui est imparable. Donc il n'y a plus la relation de manager-manager.
Donc ça, c'est déjà effectivement, je vous rejoins. Un point de vue externe qui est un peu plus impartial. C'est pas juste une fois où tu t'es planté, c'est il y a quelqu'un. Nos clients nous disent que ça fait 200 fois que tu fais la même erreur. Et donc cette masse-là fait que ça a une justification encore plus forte. Mais de la même façon que quand on a en fait, souvent, voilà, une personne de service client, elle a tout le temps des bonnes notes. Alors quand elle en a qu'une mauvaise, c'est pas très grave, parce qu'effectivement, c'est le moment où elle n'avait pas pris son café, ou trop de café, ou qu'elle était fatiguée, ou qu'elle avait la ventre. Donc voilà, mais ce volume-là fait que ce moment-là où ça s'est mal passé, c'est pas très grave, parce que les 200 autres se sont bien passés. D'accord. Alors justement, si on parle un petit peu de l'organisation, donc vous êtes à la tête donc, du service client de DPD France. Quelle est l'organisation pour diffuser cette culture client? Tout à l'heure, donc avec Bouygues Télécom Entreprise, qui est quand même une structure assez grosse, il y a 2 personnes en fait qui sont là pour gérer l'expérience client pour l'ensemble de Bouygues Télécom Entreprise. Et bien sûr, il y a des relais, ce qu'ils appellent des relais SACLI dans les services clés. Comment ça se passe chez vous aussi? Est-ce que vous avez des relais au niveau donc, du siège, des différents services, des services régionaux? Alors en termes d'organisation, il y a de la même façon, en fait, le service client expéditeur et le service client destinataire. Sur le service client destinataire, effectivement, on redescend encore une fois à l'agent. Et donc j'ai l'habitude de dire que Nadège Véliard est mon deuxième cerveau. Donc elle m'accompagne dans ça pour effectivement améliorer ce service client destinataire qui est... C'est ce qu'on disait tout à l'heure sur cette fameuse question du service client où, en fait, on appelle le service client quand la livraison ne se passe pas exactement comme prévu. Et donc, on a une insatisfaction. Donc, on essaie effectivement, avec Nadège et avec nos interlocuteurs, d'améliorer en fait, cette relation au travers de cette voix du client qui est centaines de milliers de... Il y a un moment où on sait que pour chaque agent, on va en avoir effectivement à chaque fois 200 par mois. Donc ça, on l'améliore et je le fais avec Nadège. Et puis sur la partie expéditeur, là, c'est un peu différent. En fait, on a des relais au niveau région qui animent en fait les services clients en agence. Donc vraiment, on sait que... et là, c'est pas tant le service client qu'on va alimenter, mais c'est plutôt les chauffeurs. Et en fait, on va avoir un dispositif. Donc il y a un dispositif effectivement au siège. Voilà, de 2 personnes qui sont Nolwenn et Charlotte, qui vont en fait accompagner tous les chefs d'agence, tous les responsables de secteur opérationnel, donc les responsables des chefs d'agence au niveau région, pour effectivement alimenter et décrire en fait tout ce qu'on peut appeler un business process automation. C'est voilà, toutes les sommes d'actions à réaliser au moment où on récupère ces notes. Voilà, et de le faire aussi, parce que, bon, alors, je ne sais pas si c'est une bonne chose de le dire, mais en fait, tout n'est pas hyper processé dans tout ça. L'idée, c'est de donner les informations et de laisser aussi de l'autonomie à se dire, cette personne, je vais l'appeler, celle-là, je ne vais pas l'appeler, ça, je vais en faire quelque chose, ça, je vais faire revenir mon chauffeur, ça, je vais... Donc vraiment, on n'a pas... c'est pas écrit, décrit. Mais leur laisser l'autonomie justement pour choisir, la meilleure décision. Parce que d'un point de vue local, eux, ils connaissent beaucoup mieux leurs clients que le siège, j'ai envie de dire. Donc c'est pour ça, leur laisser de l'autonomie, c'est leur donner la confiance, justement les responsabiliser dans un but ultime qui est de fidéliser et de satisfaire le client. Et c'est de comprendre, en fait. C'est vraiment une boucle d'amélioration continue où on se dit, on sait que ça ne s'est pas bien passé, on ne veut plus jamais que ça se passe mal. Mais c'est vrai. Justement, Pierrick, est-ce que tu as d'autres exemples d'organisations qui sont faites chez nos clients pour justement diffuser cette voix du client à l'intérieur de l'entreprise et faire en sorte qu'il y ait de l'autonomie et de l'initiative personnelle? On a parlé donc de DPD, on a parlé aussi de Bouygues Télécom Entreprise. Est-ce qu'il y a une organisation qui, pour toi, est assez intéressante également au niveau de la diffusion de la culture client et faire en sorte que ça soit au cœur de l'entreprise? Globalement, les organisations se ressemblent un peu. Donc vous faites des enquêtes. Tu es en train de dire qu'on n'est pas les meilleurs. On n'est pas les meilleurs, c'est ça? Ah si. Vous adoptez les meilleures pratiques du marché. Les pratiques sont les meilleures. Donc, mais on responsabilise beaucoup les acteurs locaux, en fait, dans les différentes enquêtes qu'on peut faire pour d'autres clients, quel que soit le secteur d'activité. Ça peut être de la télécommunication, ça peut être de l'assurance mutuelle, ça peut être du transport. On responsabilise vraiment les gens du terrain, en fait. Pendant des années, moi je viens du monde des enquêtes, donc pendant des années, ça fait un peu vieux, je me vieillis. C'est le maquillage en fait. Les enquêtes étaient faites de manière barométrique 2 voire 3 fois par an au maximum. C'était très centralisé au niveau du siège. On mettait 3-4 mois avant d'analyser et faire des plans d'action. Une fois que le plan d'action était fait et qu'il était déployé, il fallait tout le refaire parce que la vague suivante arrivait et que c'était trop tard. Et depuis maintenant 4-5 ans, les entreprises ont vraiment
elles ont compris qu'il fallait vraiment impliquer les acteurs de terrain, les acteurs locaux, en redescendant cette information-là, en partageant les bonnes pratiques. On est français, on a toujours tendance à dire je vais pointer du doigt un tel et un tel si ça s'est mal passé, etc. Mais globalement, on le voit chez DPD, on le voit chez Bouygues Télécom, on le voit chez d'autres de nos clients, les résultats sont globalement très bons, de manière globale. Et donc, il faut aussi valoriser ces bons résultats. Nathalie, vous vous occupez d'un service client, c'est quand même pas le métier le plus simple, le service client. Vous êtes au téléphone. Ouais, livré non plus. Livré non plus, mais vous êtes... livré non plus, mais c'est un vrai sujet. Quand on vous appelle, c'est rarement pour dire je vous appelle, la livraison s'est bien passée, je suis content, on a passé une bonne journée. C'est rarement pour ça. Ah, vous pouvez faire ça, s'il vous plaît. On peut faire un appel, s'il vous plaît, à toutes les personnes qui peuvent nous appeler pour nous remercier. Attention à votre QoS, parce que là, tout va bien. Ça va être compliqué. C'est rarement cela. Donc, ils ont un métier pas facile. En face d'eux, ils ont des clients insatisfaits. Et aussi, valoriser le nombre de commentaires positifs qui remontent, c'est aussi leur dire ok, tu fais un métier pas facile, mais regarde, tu satisfais les clients, tu apportes des bonnes réponses, tu peux être fier de ce que tu fais. Donc c'est vraiment valoriser et redescendre l'information en termes de bonnes pratiques. Après, en termes d'organisation, vous avez une direction d'expérience client, vous avez une direction qualité, direction marketing, j'ai envie de dire peu importe. Le but, c'est ce que vous faites des résultats et comment vous le redescendez aux équipes pour leur donner l'autonomie d'agir. Alors, si on parle de la réorganisation, vous avez fait le choix d'avoir un service client décentralisé au niveau des différentes régions, une cinquantaine de régions. Est-ce que c'était le choix de pour avoir départements, parce que 50 régions, ça fait beaucoup. Est-ce que donc c'était une volonté d'avoir cette proximité client? Quel a été ce choix-là, plutôt que d'avoir un service client tout centralisé, comme on le voit dans certaines entreprises? En fait, ça fait partie de l'ADN DPD France depuis le début, enfin même avant qu'on s'appelle DPD France. Donc il y a un service client en local, mais en fait il y a un service commercial en local, il y a un service administratif en local, il y a un service client en local. Donc tout est effectivement... la proximité, elle se vit aussi parce qu'on connaît nos clients expéditeurs, on connaît les produits qu'ils expédient, on connaît les volumes de colis, on connaît leurs prénoms. C'est très drôle parce qu'on a voulu mettre en place un outil d'aide à la rédaction de mails. Et donc là, les clients nous ont appelés, ils nous ont dit pardon, qu'est-ce qui se passe? Non mais ça va, on va arrêter, d'accord, c'est bon. En fait, il y a une telle proximité, effectivement, parce qu'on se parle à 2-3 reprises dans la semaine. En fait, ils ne comprennent pas pourquoi on leur écrit avec pas leur prénom, enfin, il y a une espèce Cher client. Déshumaniser un peu la relation. Complètement. Et donc là, alors bon, ça s'est arrêté extrêmement vite, puis ça ne faisait pas partie non plus. En fait, on voulait aider à la construction d'un mail. C'était pas tant faire de copier-coller des mails, mais c'est de construire en fait et d'améliorer. Et puis bon, finalement, personne n'en a voulu, donc on s'est arrêté là. Mais vraiment, c'est le fait de cette proximité-là, c'est encore une fois, enfin c'est vrai, ça se vit chez nous. Donc vraiment, dans chaque agence, il y a un service client, il y a un service administratif, il y a un service commercial, il y a les opérations. Enfin, on est et le siège est là vraiment pour accompagner, pour faire décliner ou pour apporter en fait effectivement un support et un accompagnement au travers de cet outil comme au travers d'autres choses. Mais j'étais en train de penser, en fait, finalement, le dispositif, de la façon dont il évolue et de la façon dont on est en train de s'organiser. Et ça donne un peu son sens aussi avec la question qu'on est en train de se triturer pour savoir voilà, pourquoi on n'est pas à la hauteur de la satisfaction de la partie client. C'était qu'est-ce qui se passe pour le client. Et donc, c'est ça qu'on essaye de trouver au travers de la refonte de ces questions. C'est qu'est-ce qui s'est passé pour le client, enfin, comment il l'a vécu, qu'est-ce qu'il a fait au moment de cette expérience, et donc, qu'est-ce qu'il en dit. Et je pense que c'est sur ça qu'on doit arriver. Quel a été son parcours, en fait. Ouais, c'est ça. Et finalement, je pense que c'est plus, comme vous disiez, le fait de recueillir à l'époque. C'est ça, jadis. Jadis. C'est pas juste de recueillir, c'est pas juste d'analyser, c'est pas juste d'agir, et c'est déjà pas mal d'agir, parce que bien les sûr, clients... Alors quelque chose de très personnel, mais mon fils me dit, je lui dis, mais est-ce que tu fais des avis quand il achète et tout ça? Et il me dit, non, je le fais pas pour la marque parce qu'elle en fait rien. Je le fais pour les autres, pour qu'ils sachent que c'est bien ou c'est pas bien. Exactement. Voilà. Et finalement, si on ne fait pas quelque chose de cette voix du client, d'abord les clients arrêtent de nous dire ce qu'ils en pensent, ou alors ils nous le disent que quand ça va vraiment pas bien, et qu'ils se servent d'ailleurs des réseaux sociaux pour le faire. C'est ça. Donc je trouve que en fait cette voix du client, on parle beaucoup d'enquêtes, mais en fait cette voix du client, elle est aujourd'hui multiforme, des avis. Alors entre les avis, entre voilà, LinkedIn, Twitter, Facebook, toutes les pages qu'on a pu diffuser,
Je trouve que cette voix du client, il faut vraiment la prendre à cœur et aussi comprendre en fait ce qui s'est passé. Je pense que la prochaine étape pour nous, c'est effectivement d'aller sur ce que le client a vécu, ce qu'il a fait parce qu'il a vécu ça et finalement ce qu'il a dit. Et donc de contextualiser effectivement cette voix du client pour être encore plus prégnant et encore plus intelligent dans la façon dont on va l'analyser. Pour comprendre et prédire même la note au final. Ouais. Alors réfléchissez en termes de parcours, à la fin vous pouvez prédire la note que le client va donner. Si la livraison s'est mal passée, forcément la note ne sera pas forcément très bonne. Ouais, mais c'est ça qu'on n'arrive pas à... On essaye de creuser. C'est pas aussi binaire que ça en fait. Donc si vous avez... profitez-en pour nous partager ça. Alors justement, là on va avoir des questions dans quelques minutes, donc n'hésitez pas à commencer à poser vos questions dès maintenant, pour Nathalie et pour Pierrick. Juste avant de passer à cette session de questions-réponses, moi j'aurais voulu savoir... comment faire pour déterminer quelles sont les options ou les actions à mettre en place? On a vu tout à l'heure avec Mathieu Mellou de Bouygues Télécom Entreprise qui nous disait voilà, moi je fais des analyses statistiques, je vois le volume, je vois aussi le chiffre d'affaires qui est en jeu, je vois le sentiment. Donc il y a quand même une analyse très, très poussée puisque Mathieu travaille beaucoup c'est un ancien chargé d'études donc il est très mathématicien. Vous, chez DPD, comment faites-vous? Mais on n'est pas mathématicien, on est très budget, mais on n'est pas mathématicien. Voilà, comment faites-vous pour déterminer quelles sont les actions à mettre en priorité? Puisque vous avez parlé de l'outil de traitement des emails, on parle des enquêtes de satisfaction, ou même Pierrick, nos clients, comment font-ils pour déterminer quelle action doit être mise en priorité? Puisqu'on peut avoir un propre feeling et ensuite le confronter à la réalité. D'abord, il faut voir ce qu'il y a comme volume. Il faut aller là où on a du sens et là où l'action va être utile. Ouais. Donc, ça sert encore une fois, mais c'est ce qu'on s'était dit quand on a pris l'outil, ça sert à rien de se projeter en disant, on s'était dit, mais donc pour les notes de 0 à 6, on va faire ça, pour du 6 à 7, on va faire ça, et pour du 9 et du 10, on va faire ça, on va envoyer une box, etc. Oui, des promoteurs. Voilà, donc on s'est dit, vraiment, on voulait faire plein de trucs. Et puis à un moment, il y a une notion de volume et de moyens. Et donc, si votre action n'a pas de sens, si elle n'est pas concrète, si elle ne va pas changer quelque chose, ça ne sert à rien. En fait, donc vous pouvez projeter tout ce que vous voulez. Nous, on a fait beaucoup de test and learn et effectivement, la flexibilité de la solution, surtout celle qu'on a mis en place en deuxième temps, est beaucoup plus forte. Et donc, vous emballez pas. Mais je pense que ce qui est aussi important, c'est de voir comment ça progresse. Et que moi, je rêverais en fait d'un outil. Alors, je sais pas, c'est un appel. Où est Alain? Je rêve d'un outil en fait qui me dit où agir pour améliorer ma satisfaction client. Parce qu'en fait, on parle. Alors, beaucoup de marques ont parlé de NPS. Bien sûr, c'est un chiffre important, mais c'est quoi là? C'est ça du site internet, nous, on regarde vraiment toutes ces choses-là, du site internet, des communications qu'il a reçues de notre part, de la livraison et du service client. Mais moi, j'aimerais qu'on me dise, voilà, ne faites pas ça, mais voilà, c'est là où il faut agir. C'est là où il faut agir. Et ce point-là, où il y a peut-être 5, 6, 7 réponses, ça représente X% de la satisfaction client. Voilà. Moi, je voudrais ce truc magique pour l'année prochaine. C'est bientôt Noël, Alain. Alors, Pierre, justement, chez nos autres clients, est-ce que tu peux donner quelques exemples justement d'actions que tu as menées suite à un programme de voix du client ou qu'est-ce qui a été mis en place chez certains de nos clients, type d'organisation? En fait, il faut vraiment voir deux choses différentes. Vous avez tout ce qui est la mesure un peu plus barométrique de siège, qui va servir à faire des plans d'action un peu plus moyen terme, long terme, et plus, comme on disait tout à l'heure, la mesure à chaud, qui va servir un peu aux acteurs locaux pour mettre des plans d'action en toute autonomie, pour agir un peu sur la note de satisfaction, pour satisfaire leurs clients. Après, nos clients utilisent DPD pas encore de manière optimum, quelque chose chez nous qui s'appelle le iGuide, qui permet en fait de croiser à la fois l'analyse sémantique et la note pour déterminer tout ce qui est action prioritaire, signal faible, bonne pratique, etc. C'est-à-dire qu'on va croiser le contenu du verbatim avec la note de satisfaction et ça va nous permettre, par rapport à ce que le client a dit, les clients qui parlent, par exemple, je dis n'importe quoi, sur le service client, la compétence du service client. La compétence, on va regarder les gens qui parlent de la compétence, est-ce que ce sont des gens qui donnent des bonnes notes ou des mauvaises notes? Et surtout, quand ils parlent de la compétence, est-ce qu'ils vont en parler de manière positive ou négative? Imaginons que les gens qui parlent de la compétence sont des gens qui sont à la fois promoteurs et qui en parlent de manière positive
de cette compétence. Ça ne sert à rien de mettre des moyens dessus, parce que vous allez faire de la surqualité. Parce que le retour actuel est déjà très très bon dessus. Par contre, l'attente au téléphone, on voit que les gens qui en parlent, on a quand même une grande partie de détracteurs dedans, et ils en parlent de manière négative. Est-ce qu'on va peut-être plus travailler l'attente qu'encore travailler la posture du conseiller, parce qu'on voit que la posture, c'est déjà gagné. La culture client est déjà là, mais elle est au top. par contre... Voilà. Donc c'est cet outil-là qui va nous permettre de vraiment mettre en place ces plans d'action. C'est pas en appuyant sur un bouton magique encore. Il y a 3 clics à faire au lieu d'un. Voilà. Mais voilà, nos clients se servent de cette solution-là pour déterminer leur plan d'action. Prioritaire. Prioritaire, tout à fait. Le verbatim est très très important maintenant. Les gens s'expriment beaucoup. Ils s'expriment beaucoup et... Mais les outils arrivent aussi mieux à le décrire et à tout à l'interpréter. fait. Les outils progressent de plus en plus sur ce sujet-là. Et pour rebondir tout à l'heure en parlant des réseaux sociaux, de Google, etc., ce qui est vraiment important de la mise en place d'un dispositif voix du client, c'est que vous faites des avis sollicités. Et quand vous faites des avis sollicités et que vous les traitez bien, vos clients vont moins avoir envie d'aller répandre leur insatisfaction sur les réseaux sociaux, sur des choses que vous maîtrisez moins et à la vue de tout le monde. Donc l'importance d'un dispositif, c'est vraiment de solliciter et de traiter. Et si vous allez traiter et analyser, derrière, ils ne vont pas se répandre sur Twitter en disant « Hello DPD, vous n'avez toujours pas livré mon colis ». On répond. Alors, je vous propose qu'on passe à la session de questions-réponses, parce que Chantal me fait signe qu'on a eu pas mal de questions pour Nathalie et pour Pierrick. Alors Chantal, je te laisse commencer. La parole. Tout à fait, énormément de questions à nouveau, en particulier pour Nathalie. Alors la première de Linda. Qui avez-vous formé à l'outil dans l'entreprise? Qui a accès à ces analyses? Manager, conseiller du service client? Les résultats sont-ils adaptés au profil? Oui, en fait, on a donné quasiment à tout le monde. C'est-à-dire que les chefs d'agence ont accès à l'outil, ils ont été formés. Donc les directeurs de secteur, ils ont été formés. Le siège, bien entendu, et effectivement toute la partie service client destinataire. Donc en fait, on a donné accès sous la forme de droit et aussi, il y a la notion de droit et la notion aussi d'analyse et de graphe. Donc vraiment, ça a été assez fin, je trouve. Ils peuvent se comparer au global. Ils ont accès à leurs propres résultats. Ils peuvent se comparer au global aussi pour se challenger. Et à la région et au niveau national. Donc en fait, cette notion de décentraliser, on l'a complètement reproduit dans l'outil. Voilà, donc Linda, j'espère que ça a répondu à votre question. Mais oui, tout le monde a accès sous la forme de droit et de visibilité. Et c'est vraiment important de donner accès au plus de monde possible aux résultats. En les formant, bien entendu. Et il se challenge. La voix du client. Il challenge entre les différentes régions. Il se challenge entre agences, entre régions, et parfois dans une même agence, entre chauffeurs. Entre chauffeurs? Mais oui, mais parce que quand on a d'excellentes notes, en fait, mais vraiment, le management au travers de la voix du client, ça a vraiment un sens, encore une fois. Et oui. D'accord. Et il n'y aura pas le chauffeur du mois bientôt avec... Alors, on n'est pas chez mais on le fait d'une autre façon. Ouais. D'accord. Alors, Mohamed qui demande « Est-ce que l'amélioration de l'expérience client doit passer automatiquement par l'optimisation des processus ?» Il évoque le cas d'une banque tunisienne, donc je pense qu'il travaille dans une banque. D'accord. Je ne suis pas sûre. En fait, pour moi, il y a des choses différentes. Peut-être juste de les rappeler. Pour moi, l'expérience client, c'est tous ces moments où il est en contact, mais digital ou physique, ou peu importe, avec la marque. La relation client, pour moi, c'est le moment où justement il est en contact. Donc, c'est encore une fois différent. Donc, l'amélioration de cette expérience, elle peut être faite si effectivement on imagine que la voix du client, elle est faite à tous ces moments de parcours, qu'il soit en contact ou qu'il ne soit pas en contact. Et ça veut dire parfois sur Internet ou en tant que visiteur non logué, de pouvoir solliciter le parcours sur un site Internet. Et donc, là, on commence à composer l'expérience client. Voilà. Après, moi, pour compléter, à trop processer, on risque un peu de déshumaniser. Donc, moi, je crois plus à la responsabilisation des acteurs qu'à un process à suivre de A à Z. Oui, c'est pour ça que tout le monde a accès, effectivement. C'est mon côté rebelle. Antisthète. Alors, une autre question, Chantal ? De Jean-Michel. La relation étant décentralisée dans chaque agence de proximité, existe-t-il des outils pour favoriser et animer l'échange de bonnes pratiques dans l'ensemble du réseau national? Séminaires, plateformes, challenges? Oui, les séminaires cette année. C'était le premier. Et ça a eu beaucoup de sens. D'abord, c'est de se rencontrer. Alors, effectivement, la période est un peu compliquée, mais
Voilà, c'est d'abord l'harmonisation des bonnes pratiques. Elle a été faite, comme on l'a dit tout à l'heure, autour de ce guide. Et donc, on a effectivement co-construit ce guide en disant qu'est-ce que ça veut dire d'être DPD France, qu'est-ce que ça veut dire d'un client, qu'est-ce qu'il a en droit d'attendre. Oui, voilà, exactement, qu'est-ce qu'il a en droit d'attendre et comment on va communiquer ce qu'on vit tous les jours et ce qu'on veut donner à nos clients. Donc, on a harmonisé au travers de ce guide. On a aussi harmonisé au travers des formations. Ça, c'est très important. Effectivement, au travers des séminaires on a pu faire en ce début d'année. Donc on a eu beaucoup de chance et on aimerait effectivement pouvoir le retrouver l'année prochaine. Et ensuite, on a mis en fait en place des FAQ internes. C'est-à-dire que en fait, pour les clients, vous avez effectivement des FAQ pour les destinataires et pour les expéditeurs, donc des FAQ publics. Et on a mis en place des FAQ aussi donc internes qui ne sont pas à disposition des clients et qui nous permettent de mettre à jour l'ensemble de tout ce qui est questions-réponses ou qu'est-ce qu'on doit dire, qu'est-ce qu'on doit faire, comment on doit y répondre au travers de ces FAQ publics de la même façon et pour nos destinataires et pour nos expéditeurs puisque de nouveau il y a ces deux relations clients. Alors justement, pour ces formations, est-ce que ce sont des formations qui ont été faites par des formateurs externes sur la culture client ou sur la gestion des réclamations? Quel genre de formation vous proposez? Là, c'était vraiment d'accompagner. Ce qui s'est passé, c'est qu'on on a fait un audit de nos services clients et on a fait pendant ce séminaire, voilà ce que dit un client classique. Donc voilà, n'importe qui. Et puis voilà ce que disent les clients DPD France, puisqu'on avait fait les enquêtes. Et puis finalement, on a fait l'audit et voilà où vous en êtes. Et donc, on a essayé de regrouper tout ça et de les sensibiliser effectivement aux attentes clients et de leur dire, demain, si on veut être à la hauteur de ce qu'attendent nos clients et de ce que nous, on veut produire en termes de satisfaction et de relations clients, voilà ce qu'on doit faire. Et donc, on a eu notre feuille de route 2020. D'accord. Très bien. Alors, Chantal? Petite question de Catherine. Pensez-vous qu'il faille développer différentes stratégies de customer management selon qu'on gère une activité B2B ou B2C? Alors, est-ce que c'est différent, entre le B2B et le B2C? Mais en fait, je pense que l'état d'esprit est le même. Alors, effectivement, les volumes ne sont pas les mêmes. Quand on a des centaines de milliers d'enquêtes par semaine au niveau des destinataires et peut-être 100 000 à l'année sur les expéditeurs, on ne fait pas les mêmes choses et on ne produit pas et on n'agit pas de la même façon. Donc je pense que ce n'est pas dans l'état d'esprit qu'il faut être différent, parce qu'il faut s'adresser de la même façon. Un client reste un client. Oui, et puis c'est surtout que l'état d'esprit de l'amélioration continue et voilà, de régler ces sujets un par un et de plus jamais les voir revenir. Donc pour moi, l'état d'esprit est différent. Ce qui change, c'est effectivement les volumes et donc les plans d'action qui vont devoir être différents. Parce qu'on ne pourra pas attaquer tout, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on ne peut pas tout attaquer, faut pas s'emballer non plus. Non. Et être, dès qu'on aura le bouton magique. Alors une autre question. Une question pour Pierrick. Est-ce que l'accompagnement et les conseils dont a bénéficié DPD fait partie de votre solution ou est-ce une prestation de conseil? Non, maintenant on essaie vraiment de l'intégrer à la solution parce que déployer une solution sans conseil, au final les clients ne vont pas l'utiliser, ne vont pas être les dispositifs les plus vertueux et au final ça va desservir la solution au final. Donc on trouve que la partie conseil est vraiment nécessaire et donc on l'intègre en même temps que le déploiement de la plateforme. Marc qui dit donc pour faire suite à ce qu'a dit Pierrick, depuis 2-3 ans, nette amélioration et accélération du CX. Question à vous tous. À votre avis, pourquoi le travail CX est-il en retard? Pourquoi ça nous a pris si longtemps pour mettre le client et son expérience au centre de nos stratégies? Ah, ça, c'est une bonne question. Moi, je pense que le marketing, en fait, a été un des précurseurs en fait, de cette satisfaction client et qu'en fait, on a glissé le marketing. En fait, avant, il y avait les ventes de l'acquisition, le marketing pour la fidélisation et puis le service client. À part. À part. Le truc, oui, tu sais, au fond... Pour répondre les appels, quand les gens ne sont pas contents. Voilà, puis en plus... c'est le SAV, le fameux SAV. Ouais, le fameux SAV. Et je pense qu'en fait, ces fonctions-là, et en fait, les marques se sont effectivement recomposées autour de, justement de cette expérience client en disant, il n'y a pas les ventes d'un côté, et le service client fait partie des ventes et de l'acquisition. Et potentiellement, la fidélisation va apporter de l'acquisition parce que, justement, au travers de cette voie du client, des réseaux sociaux, du bouche à oreille, aujourd'hui, voilà, on est un vrai média. Le client est un média. Et donc, en fait, moi, j'ai l'impression que ces fonctions se sont
un peu mélangé au grand bonheur de tous. Et puis, effectivement, ce désilotement a permis à tous de se parler et de... Quand on dit de mettre le client au cœur, en fait, c'est ça. C'est de dire ça n'appartient pas aux ventes, ça n'appartient pas au marketing, ça n'appartient pas à la DSI non plus avec tout ce qui est big data. Ça appartient en fait à l'entreprise et chaque personne de l'entreprise doit être tournée effectivement vers le client. Alors je pense que ça a pris du temps parce que on était dans des silos de fonctions et dans des silos d'objectifs. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que les objectifs, quand on sait que tout le monde est sur le NPS, voilà, je pense qu'on commence à parler du client. Oui, il y a peut-être aussi les directions d'expérience client ou les responsables d'expérience client qui sont là pour chapeauter, qui ont fait venir un petit peu de... Je pense que ça dépend aussi des directions générales. C'est un état d'esprit et ça vient vraiment du haut. Ouais. Vous avez beau avoir une direction d'expérience client, si tout en haut, il n'y a pas la volonté de mettre le client au centre et les moyens pour mettre le client au centre, vous avez beau avoir une direction d'expérience client, ça ne servira à rien. Il faut le soutien de la direction et la vision de la direction. C'est ça. Et en fait, les entreprises commencent, je dis commencent parce que tout le monde n'est pas encore au niveau des DPD, commencent à comprendre qu'en mettant le client au centre, il n'y a plus de guéguerre interdépartement en fait. Si on met vraiment le client au centre, tout le monde y est gagnant. Le commerce va y être gagnant, le marketing va être gagnant, le service client va y être gagnant, la qualité va être gagnant, la logistique va y être gagnant. La supply, c'est l'entreprise qui va y gagner au final. Et cette accélération aussi est aussi liée à tout ce que tu disais, tout ce que vous disiez, pardon Nathalie, sur les réseaux sociaux. L'avis du client maintenant, il est public. Enfin, vous pouvez aller sur Google, sur Twitter, etc. Vous pouvez donner votre avis. Et donc, vous pouvez être très, très nocif à une marque. Donc, le client, c'est plus simplement celui qui paye maintenant. C'est celui aussi qui peut détruire, entre guillemets, l'image d'une marque. Donc, pour ça que les entreprises ont vraiment pris conscience de toute l'importance qu'il y avait à mettre le client au centre et à l'écouter et traiter ses retours. On avait ça effectivement, enfin pour notamment. Alors quand on est pure player, e-commerçant, tout va bien. On est tous effectivement. Je pense que eux aussi ont fait beaucoup de changements. Oui. Ils nous ont poussé effectivement à dire que le service client est au cœur du dispositif. Je pense que c'est les pure players aussi qui nous ont apporté ça parce que moi je me rappelle d'une expérience où, j'étais au milieu de plusieurs personnes et on me dit donc le chiffre d'affaires va où ? Est-ce qu'il va au e-commerce parce que c'est du click and collect? Est-ce qu'il va au magasin parce qu'en fait, il se rend au magasin? Et en fait, c'est le chiffre d'affaires de l'entreprise. Je sais pas. C'est ça. Donc voilà, vraiment, cette diffusion-là, au travers d'un mélange de fonctions et aussi de se dire, en fait, le chiffre d'affaires et donc le client appartient à tout le monde et il va faire progresser tout le monde, je pense que c'est un peu nouveau et c'est ça qui nous a fait un peu du bien. Alors, peut-être 2 dernières questions. Donc, de Sabine pour Nathalie. La refonte de votre service client a permis de fidéliser vos clients. A-t-elle eu le même impact sur la fidélisation de vos collaborateurs? Exact. Moi, j'aime beaucoup Sabine. Merci Sabine. Merci Sabine. Oui, on a vu effectivement une forte baisse du turnover. Et en fait, on a redonné du sens en fait, à la fonction au travers des séminaires, au travers du guide, au travers de la co-construction, au travers des formations, au travers des nouveaux moyens qu'on a mis en place pour eux. Encore une fois, c'est eux qui travaillent. Voilà. C'est eux qui sont au quotidien avec nos clients. Et encore une fois, il faut vraiment leur donner la bonne énergie et donc le confort. Et on l'a vu encore plus dans cette période où vraiment l'attachement en fait, aux conditions sanitaires, à la sécurité de nos personnes en agence, de nos chauffeurs, enfin, de tout le monde, a été la chose finalement la plus importante. Enfin, on s'est réveillé, le lendemain matin, voilà, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait? On fait du sans contact. On fait, il faut qu'on trouve vraiment les dispositifs. Et effectivement, je pense qu'il n'y a pas d'amélioration de la satisfaction client sans l'amélioration de la satisfaction de vouloir venir et de vouloir rester chez DPD France. Donc voilà, merci d'être là et d'y rester longtemps. Et grâce à Sabine, j'ai envie de compléter parce que ça me tient à cœur. On parle beaucoup voix du client, mais ne négligez pas la voix du collaborateur. Ouais. C'est important. Alors, c'était d'ailleurs le sujet de hier matin. On va finir par une dernière question parce qu'il est déjà 19. Okay, alors une petite dernière d'Arnaud. J'espère que vous êtes bon en maths. Comment sait-on à quel moment on doit agir? Y a-t-il une formule mathématique? Moi, j'agis quand ça se dégrade.
Alors, Non, c'est ce gap en fait. En fait, c'est donc comme vous n'avez pas encore inventé le bouton magique. Donc, ce qu'on regarde, non, c'est le bouton effectivement, magique, pour moi, c'est aussi cette dégradation en fait. C'est quand on voit que on était bon quelque part et qu'on devient moins bon. Donc ça, c'est très important d'agir très rapidement. Et effectivement, quand ce volume d'insatisfaction est très fort. Alors, j'ai pas besoin d'être bonne en maths pour ça. Et puis comment agir aussi, si vous mettez en place aussi toute une gestion du traitement de l'insatisfaction, vous pouvez agir en one-to-one avec vos clients, c'est-à-dire recontacter le client qui est insatisfait pour savoir pourquoi et essayer de traiter son insatisfaction. Et si vous avez trop de volume, on peut vous aider, d'où à recontacter uniquement les clients qui seront le plus nuisibles pour vous, soit en termes de churn, soit en termes de répandre leur insatisfaction un peu partout. Ok, merci à tous les deux. Merci Nathalie pour ce point de vue très intéressant. Merci à Pierrick pour ce point de vue un peu plus global. Donc je vous propose qu'on se retrouve dans à peu près une dizaine de minutes, là il est 21. Donc à 11h30 jusqu'à 12h15, on aura donc Ariane Nabet-Alder de Bertin IT et Mathieu Bliem qui est responsable des offres sémantiques chez Locan. Et on va justement parler de la voix du client au travers de l'analyse des conversations. Et tout simplement pouvoir essayer de détecter que disent les clients dans un gros volume et pouvoir tous les écouter. Donc rendez-vous dans 9 minutes pour le prochain atelier. Et encore une fois, merci Nathalie pour ces informations très pertinentes. Merci de m'avoir accompagné, Pierrick. Merci. À bientôt, à tout de suite.